avoir renié votre pause repas pour venir voir cette conf sur le mutation testing. Alors ça remplace un autre talk, donc si vous étiez là pour l'autre talk, je vous en veux pas si vous partez maintenant, on reste bons amis, il n'y a pas de problème. Alors moi je m'appelle Benjamin Cavy, dans la vie je fais du dev à la Maïf, on recrute si ça vous intéresse, on recrute des devs, des lead devs, des data scientists, tout ce que vous voulez, demandez on recrute. Et on a pas mal de produits open source, si vous étiez là à la conf de Quentin juste avant, il en a un peu parlé. Je vous ai mis le GitHub Maïf en lien, si vous vous ennuyez pendant la conf vous pouvez toujours aller voir les produits. Comme ça ce sera pas complètement du temps perdu. Donc moi dernièrement je me pose pas mal de questions sur mon métier en général, mais bon, je vais pas vous emmerder avec mes questions existentielles, et sur les tests que j'écris en particulier. Et je me suis posé un certain nombre de questions successives, du genre, est-ce que les tests que j'écris sont bien? Parce que finalement, depuis que je suis étudiant, enfin depuis que j'étais étudiant, j'écris des tests parce qu'on m'a dit que c'était bien d'écrire des tests, mais finalement j'écris des tests sans vraiment trop savoir comment les écrire, etc. Et du coup, si mes tests sont pas bien, comment en écrire de meilleurs finalement? Et ce qui amène à une autre question, c'est qu'est-ce que c'est un bon test? Et ce qui amène encore à une autre question, et après je vous promets c'est fini, c'est pourquoi est-ce qu'on écrit des tests finalement? Donc vous voyez, ça pousse assez loin les questions existentielles. Donc pourquoi est-ce qu'on écrit des tests? Alors il y a plein de raisons. Elles tenaient pas toutes dans la slide, du coup j'ai dû synthétiser. Déjà si vous faites du test driven development, les tests c'est un peu la colonne vertébrale finalement de votre process de dev. Ça peut aussi être hyper pratique les tests pour tester des cas un peu limites ou des cas qui peuvent pas arriver aujourd'hui mais qui peuvent arriver dans le futur, enfin qui sont un peu durs à avoir sur des vrais environnements avec des vraies données. Et ce qui va nous intéresser beaucoup lors de ce talk, c'est que, faut pas que je mette devant les slides, c'est que ça sert à assurer la non-régression de notre application et de notre code. Alors qu'est-ce que c'est la non-régression et pourquoi est-ce que c'est un truc qui est bien? En fait, la non-régression, alors vous connaissez sans doute, c'est un truc qui permet d'assurer, quand on a un test de non-régression, ce test-là, il permet d'assurer qu'il y a une fonctionnalité de notre application qui continue de fonctionner correctement. Donc c'est-à-dire, tant que ces tests-là passent, on sait qu'on n'a pas pété ce qu'on était en train de tester, ce qui idéalement est une fonctionnalité de l'appli. Et en fait, tout ça, ça a plein d'avantages. C'est que ça vient déjà vachement alléger les charges de revue de code. Parce que typiquement, quand vous relisez le code de quelqu'un d'autre, vous n'avez pas besoin de vous demander est-ce que cette ligne-là, elle aurait pas pété le cas métier numéro 28600? Parce que finalement, si vous avez un test sur ce cas-là et que les tests sont passants dans la CI, vous savez que c'est bon. Ça facilite aussi énormément l'onboarding de nouvelles personnes sur le projet. Ça, je trouve que c'est un aspect qui est très sous-estimé des tests en général, mais c'est vraiment une grosse plus-value. C'est que je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'arriver sur un projet où il y a plusieurs milliers de lignes de code, et vous avez un chef de projet qui vient vous mettre la pression en disant ah, il faut absolument faire ce correctif là ou cette fonctionnalité là pour dans une semaine, et vous connaissez pas trop le code, vous tripatouillez, vous testez des trucs, vous allez sans doute finir par faire le correctif ou rajouter la fonctionnalité, mais vous avez aucune idée de si vous avez pété autre chose, s'il n'y a pas de test. Et la manière dont ça se termine généralement dans ces cas-là, c'est on recrute 2-3 testeurs à temps plein pendant 3 jours et on leur dit vérifiez qu'il n'a pas cassé l'appli. Et du coup ils exécutent les mêmes scénarios de test que la dernière fois pendant 2-3 jours. Et ça, on imagine bien que c'est pas forcément le métier le plus épanouissant quand on est testeur, hein, d'exécuter toujours exactement les mêmes scénarios de test. Et d'avoir des tests qui vérifient la non-régression, ça économise quand même une large part de ce travail-là. Du coup, maintenant qu'on est tous convaincus de l'intérêt d'avoir des tests de non-régression, comment est-ce qu'on s'assure que nos tests, c'est bien des tests de non-régression, c'est-à-dire qu'ils sont bien capables de détecter les régressions? Alors une réponse qui vient souvent quand on se pose des questions sur la qualité des tests, c'est le code coverage, ou le taux de couverture de code en français. Alors le taux de couverture de code, c'est pas mal, parce que ça permet, en fait c'est un indicateur qui vous donne le pourcentage de vos lignes de code qui sont exécutées par les tests. Et alors, là où c'est moins bien, c'est que ça vous dit que vos lignes de code elles sont exécutées, mais il n'y a rien du tout qui vous garantit qu'elles ont bien fonctionné. Il vous dit juste qu'elles ont été exécutées. Et en fait, ce qui vérifie que les lignes de code qui ont été exécutées, elles ont fait leur boulot, c'est les asserts que vous venez mettre dans vos tests unitaires. Okay, donc du coup, si je pousse un peu le bouchon, on peut très bien avoir un code coverage de 100%, mais faire aucun assert dans nos tests unitaires. Ce qui peut être un peu problématique, et c'est pour ça que cet indicateur, c'est bien, mais c'est pas complet. Et un petit argument un peu subjectif contre le code coverage, c'est que comme c'est un indicateur en pourcentage, un truc assez simple et tout, souvent des gens qui sont pas très techniques, genre des managers ou des chefs de projet, ils aiment bien s'approprier ces trucs-là, faire des beaux dashboards d'Excel qui vont présenter en board projet et tout, et dire oh regardez là, on est passé de 80 à 85% de couverture de test, ils ont vraiment bien bossé mon équipe, quoi. Donc voilà, moi je pense que cet indicateur il est important, mais c'était pas vraiment la réponse que je recherchais. Et en fait, il y a une idée toute bête pour vérifier que nos tests ils sont de bonne qualité, c'est-à-dire qu'ils détectent bien des régressions. C'est qu'on peut se dire, finalement, mes tests, pour vérifier qu'ils détectent bien les régressions, il faudrait que je les exécute sur du code qui contient des régressions.
Et en fait, ça c'est exactement l'idée du mutation testing. En fait, le mutation testing, moi j'aime bien voir ça comme, vous savez, ce collègue un peu relou qui connaît pas trop votre projet, mais qui arrive dessus en se disant qu'il va réussir à faire sa modif tout seul sans problème, et en fait il pète un peu tout et il se barre, quoi. Bah, le mutation testing, en fait, c'est exactement ça. C'est un process automatisé qui va venir prendre votre code source et qui va en créer des versions légèrement modifiées. Alors les modifications, c'est de l'ordre de je remplace un signe supérieur par un signe inférieur, et je dégage un appel de méthode void, je remplace une valeur double par la valeur constante 0, ou des choses comme ça, qui sont très faciles à automatiser et qui n'empêchent pas votre code de compiler. Donc on génère ces versions mutantes du code, et ensuite on fait tourner pour chacune de ces versions mutantes les tests unitaires dessus. Et là, il y a deux scénarios possibles. Soit votre test unitaire échoue, c'est un des rares cas où vous êtes content de voir votre test unitaire échouer, parce que ça veut dire qu'il y a une régression qui a été introduite dans votre code, mais elle a été détectée par vos tests, puisqu'ils ont pété. Donc c'est cool. Vos tests, ils ont été capables de détecter ces régressions-là. Soit vos tests y passent, et bah dans ces cas-là, ça veut dire que vous avez peut-être un problème. C'est-à-dire que si demain, votre collègue relou, il vient faire exactement la même modif que votre livre de mutation testing, bah vous n'allez pas vous en rendre compte. Alors après, peut-être que c'est grave, peut-être que c'est pas grave. Ça, c'est à vous de l'analyser. Et en fait, en analysant le taux de mutants qui ont été détectés par vos tests, et en associant ça au code coverage, bah, ça permet de construire un indicateur un peu plus solide sur la qualité de vos tests unitaires. Ok, bon, là maintenant que je vous ai bien saoulé avec un peu de théorie, je vais quand même vous montrer un peu de code. Hop, ouais, désolé pour le cadrage. Du coup, j'ai un petit programme Java qui est complètement bidon, mais qui implémente un service de banque. Okay. Ici, j'ai une map qui sert à stocker mes comptes bancaires où j'associe un identifiant de compte au montant du compte. Alors j'aurais dû utiliser des... Vous êtes censé voir l'IDE complètement. Ah mince. Alors attendez, comment est-ce qu'on... Attendez, pas... comment est-ce qu'on duplique l'écran? Ouais, mais le problème c'est que si je le mets sur desktop 2, ça va... Moi je vais plus le voir. Alors attendez, tac. Display settings. Uses. Ah voilà, mirror, voilà, tac. Et là la magie va opérer. Voilà. Et donc en gros j'ai une méthode open qui permet d'ouvrir un compte, une méthode withdraw qui permet de retirer de l'argent de ce compte, et c'est à peu près tout. Donc la méthode withdraw, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lire le solde de mon compte, elle vérifie que j'ai assez d'argent, elle calcule le nouveau solde en enlevant du coup le solde que je veux retirer, elle met à jour ma pseudo base de données qui est ici, et elle vient retourner le nouveau montant. J'ai un test unitaire assez simple, que je vais agrandir un peu parce que sinon vous allez avoir du mal à le voir, hop, qui en fait vient créer un compte en banque à mon nom, met 100 balles dessus. Je retire 25 € et je vérifie que le montant qui est retourné par la fonction de retrait, qui est en fait mon nouveau solde, c'est bien 75. Okay, je lance ce test unitaire là, hop, et on va faire un calcul de coverage en même temps. Alors si... Voilà, donc là vous voyez ici, alors si vous voyez pas je vous le dis, il faut me faire confiance, j'ai 85% de coverage. C'est pas mal, non? Du coup, petit exemple de ce que je vous montrais avant, c'est que, hop, on va faire le même test, mais on va faire une petite blague. On va retirer la partie qui fait l'assert. Et bah du coup, ça c'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je relance le test avec le coverage et en fait j'ai toujours 85% de coverage. C'est un peu la limite du test coverage dont je vous parlais avant. Si vous faites pas d'assert, il s'en fout. Lui il regarde juste les lignes qui ont été exécutées. Ok, bon tout ça c'est bien mignon, mais on est quand même là pour parler de mutation testing. Donc je vais lancer un petit coup de mutation testing sur le projet. Donc j'utilise une lib qui s'appelle PyTest. Je vous mettrai le lien à la fin. C'est juste en 3 lignes de code à avoir ajouté dans votre pomme si vous faites du Maven. Gradle, c'est à peu près pareil. Et là, il me dit un certain nombre de trucs. Bon, il me résume le coverage que j'avais. Il me dit qu'il a réussi à trouver 9 mutations sur mon code et qu'il en a tué 5. Alors tuer, ça veut dire que mes tests unitaires les ont détectés. C'est un espèce de délire de gens qui font du mutation testing où ils se disent « Oh, on bute des mutants, trop bien, machin ». Et du coup, il me donne un indicateur qui est l'indicateur dont je vous parlais, qui est la force de mes tests. Et il dit « Bah voilà, la force de tes tests, c'est 63% au vu du taux de mutants qui a été tué ». Bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et il me génère aussi, hyper utile, un rapport de ce truc-là. Hop, donc ça ressemble un peu au rapport Jacoco pour ceux qui connaissent. Hein. Donc je vais aller dans la classe principale de mon projet pour pas dire la seule classe qui s'appelle Bank Service. Et ici j'ai trois indications. Les lignes qui sont vert clair, c'est les lignes qui ont été couvertes par mon test. Okay, donc là, ça c'est un petit rappel du coverage. Et après j'ai des lignes qui sont rouges. Là c'est des lignes où il a généré des mutations et elles n'ont pas été détectées par mes tests. Donc problème. Par exemple ici, la fonction qui vient mettre à jour l'état de mon compte en banque dans mon application, c'est une méthode qui est void, et donc du coup lui ce qu'il se dit c'est une méthode void, je la retire, ça compile toujours. Donc en fait il l'a retiré, et mon test unitaire s'en est pas rendu compte. Pourquoi? Parce que dans mon assert, je vérifie la valeur qui est retournée ici, et je vérifie pas du tout l'état de mon système final. Une erreur très classique quand on écrit des tests unitaires, et donc là il s'en est rendu compte pour moi. Ici,
j'ai une fonction qui vérifie le solde d'un compte. Et là, ce qu'il me dit, c'est bah, j'ai remplacé la valeur de retour par 0. Et bah, tu t'en es pas rendu compte non plus en fait. Et à l'inverse, il y a des trucs dont mes tests se sont rendus compte. Par exemple, ici, il a essayé de remplacer le moins par un plus. Bah là, mon test s'en est rendu compte puisque j'ai mon assert là-dessus qui me protège. Et ici, c'est pareil, il a fait plein de trucs. Alors, le mutation testing adore les supérieurs et inférieurs parce qu'il y a plein de possibilités. Il remplace par supérieur ou égal, il remplace par inférieur, il remplace tout ça par true, tout ça par false, c'est tout. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais ça génère pas mal de trucs. Du coup, maintenant, je vais venir essayer de corriger au moins les deux cas dont je vous ai parlé. Donc je vous ai dit que le problème c'est qu'en fait je testais pas l'état final de mon système. Donc c'est ce que je vais faire. Je veux venir lire la balance. Alors il faut que je... Hop. Tac. Donc de mon compte. Et bah finalement je vais vérifier que c'est égal aussi à 75. Donc comme mon assert précédent. Hop. Je relance mon process de mutation testing. Tadada, ça prend un peu de temps. Et là, à la fin, il va me dire, hop, super. Tout à l'heure, j'avais 5 mutants de tués, maintenant j'en ai 7 de tués. Okay, je vais retourner voir mon rapport juste pour confirmer qu'on a bien visé les bons mutants. Hop. Et ici, vous voyez, la méthode void indique que ça a été tué, et le fait de retourner 0, ça a été tué aussi. Donc voilà un petit peu comment est-ce que vous pouvez faire un process incrémental pour améliorer vos tests unitaires. Hop là. Oh, c'est beau, ça remarche. Du coup, si on prend un peu de recul par rapport à tout ce qu'on a vu et tout ce que je vous ai dit, je me décale. En gros, pour moi, le mutation testing, c'est ce que je vous disais, c'est cool. Parce que ça rapporte un indicateur en plus du code coverage qui va vous donner une idée de la qualité de vos tests. Alors si on se met d'accord sur le fait que la qualité des tests, c'est leur capacité à détecter des régressions, on peut avoir un autre sens pour les tests et il n'y a pas de souci. Et donc c'est vraiment complété. Alors pourquoi est-ce que ça complète et ça remplace pas? Parce qu'en fait la plupart des libs de mutation testing, ce qu'elles font avant de s'exécuter, c'est qu'elles calculent votre code coverage. C'est ce que vous avez vu là, c'était affiché dans la sortie standard. Et les classes Java où vous n'avez pas du tout de code coverage, bah en fait ils vont même pas s'emmerder à aller générer des mutations dessus. Parce que de toute façon vos tests ne les détecteront jamais, vous n'avez pas de coverage. Donc vous pourriez avoir hypothétiquement un code coverage de 10% par exemple, et par contre buter 100% des mutations sur ce code là. Mais du coup, si vous fiez juste à votre indicateur de mutation testing qui vous dit ouais, t'as tué 100% des mutants, bah en fait non, c'est pourri parce que vous avez tué 100% des mutants dans 10% de votre code. Les 90 autres pourcents, il peut se passer n'importe quoi, vos tests s'en rendront jamais compte. Donc c'est vraiment une association avec le code coverage. Donc comme on l'a vu, ça permet de détecter certains angles morts un peu bêtes, certains oublis un peu bêtes dans les tests. Là par exemple le fait de ne pas tester l'état final de mon système. C'est des trucs qui brillent vraiment dans des applications où il y a pas mal de métiers. Parce que plus il y a de règles métiers, plus le truc il va se faire plaisir à venir remplacer vos if, vos else, vos return, vos appels de méthode void, etc. C'est intégrable relativement sans effort, hein, je vous le disais, c'est juste un plugin à rajouter dans Maven ou dans Gradle. Ou même dans SBT si vous en faites. Et du coup, c'est aussi simple que ça. Et après, vous pouvez le customiser en disant bah finalement, ce type de mutation là, moi ça m'intéresse pas parce que ça me génère trop de faux positifs, donc je l'enlève. Voire même, je demande de pas générer de mutant sur cette méthode là parce que ça m'intéresse pas, etc. Donc c'est vraiment, on peut vraiment pousser le truc assez loin. Il y a des aspects un peu moins cool au mutation testing qui font que c'est pas aussi largement adopté que ça le devrait. Et en fait, le gros point noir, c'est que c'est très lent. Alors, je vais vous montrer. Hop. Je vous remercie pas tout de suite. J'ai fait tourner ça sur un gros projet sur lequel je bossais il y a quelques temps. Alors c'est un projet qui a 400 tests unitaires et il y en a 300 qui démarrent un contexte Spring Boot. Donc, il partage le contexte, hein, il redémarre pas Spring Boot à chaque fois. Et du coup, il m'a trouvé 15 000 mutations. Donc ça, c'est cool. Le truc moins cool, c'est qu'il a mis 4 heures et 8 minutes à le faire. Donc bon, évidemment, ce genre de truc, c'est pas intégrable en l'état dans une CI, parce que si votre build il met 4 heures et 8 minutes, vous risquez d'avoir quelques problèmes avec vos collègues. J'arrive pas à revenir en arrière, c'est parce que j'appuie sur le mauvais bouton. Donc, l'intégrez pas dans votre CI classique, sauf si c'est une petite lib ou un petit projet ou un petit truc. Mais moi, ce que je vous préconise, c'est d'avoir une CI à côté qui tourne par exemple une fois par jour, une fois par semaine, et qui vous sort cet indicateur-là, et qui vous permet de faire le travail d'analyse sur les résultats. Parce qu'il y a certains cas où les mutations vont être pas pertinentes, soit parce que vraiment ça a strictement aucune chance d'arriver, c'est-à-dire que personne n'est assez bête pour faire ça dans le code. Bon, ça souvent, c'est pas un mot postulat. Ou alors il y a des cas où il y a des mutations qui sont générées qui sont un peu équivalentes à votre code actuel dans certains cas et où ça peut ne pas être intéressant de les corriger. Donc voilà, ça c'est les deux trucs, c'est que voilà, ça nécessite quand même un certain travail d'analyse et ça met un peu de temps.
Sur ce, c'est fini. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ça, c'est le lien vers le framework que j'ai utilisé, la PyTest. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et il y en a dans plein d'autres langages, en Python, en PHP, en plein d'autres trucs, en JavaScript aussi. Donc, si ça vous intéresse. Voilà. Merci beaucoup.